elle devient quand même un enjeu, un objet donc de controverse. Et je voulais aussi quand même au passage donc évoquer la figure de l'écrivain, même donc représentée sous cette forme d'un animal sauvage. Donc c'était le cas notamment pour Rousseau, qui se faisait, alors là on a quelques extraits, vous voyez sous les yeux donc des confessions, qui montrent bien en fait que c'est quand même dans ce contexte tout à fait privé, et d'ailleurs initialement j'allais dire amical, donc d'hébergement chez Madame donc d'Épinay, qui va se voir attribuer donc ce sobriquet donc d'ours. Alors il y a la paronomase donc Rousseau donc et ours, mais assez vite parce que le terme va être repris, va être décliné aussi d'ailleurs par des détracteurs donc de Rousseau, et on voit bien donc ce que cela cherche en fait à réfléchir dans l'éthos même d'écrivain donc qui est Rousseau, et bien ce côté donc de marginal, donc d'asocial. Donc ça me paraissait quand même intéressant aussi donc au passage donc de le souligner. D'autre part, vous voyez, par rapport à ce XVIIIe siècle, je pense que ce qui est important, c'est d'observer, alors si on regarde le XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, et notamment à partir donc d'auteurs qui s'intéressent à ces questions d'écologie, et bien très souvent en fait la référence du moment en fait donc de rupture où l'humanité en fait se serait mise donc à considérer l'animal comme une machine, donc comme un automate, et qui serait le point de départ en fait de la rupture entre donc l'humain et le reste de la nature, et ce qui justifierait finalement son exploitation, son instrumentalisation. Bon, mais on voit sous la plume souvent de la plupart de ces auteurs que le point d'appui de cette rupture épistémologique est renvoyé donc aux écrits de Descartes. Voilà. Donc notamment cette pensée donc dualiste, cette séparation donc du corps et de l'esprit, et qui a entraîné ce second donc dualisme à l'intérieur même donc de la nature. Donc les hommes étant ceux qui peuvent, qui sont du côté donc de l'esprit, ils ont à la fois un corps et un esprit, alors que les animaux donc n'ont pas donc cette faculté intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire, alors par ailleurs, Descartes, c'est d'ailleurs quand même une approche assez caricaturale de Descartes, mais c'est ainsi, j'allais dire finalement, que la postérité a compris donc l'œuvre de Descartes, et telle qu'aujourd'hui, souvent, elle nous est renvoyée, parce que je veux quand même souligner que pour Descartes, quand même, les animaux ont bien une sensibilité. Donc c'est vraiment plutôt cette question, effectivement, donc d'esprit ou d'âme, qui est déniée donc aux animaux. Alors, donc, mais cette lecture qui est faite à partir donc d'aujourd'hui, elle est contestable en elle-même, et ce que je montrais justement sur différents points, en tous les cas dans cette période donc du XVIIIe siècle. Alors, elle est contestable, alors, que vient faire ici Saint-Antoine avec son cochon, eh bien, parce que déjà, premier point, en fait, on se rend compte que encore dans la période du XVIIIe siècle, même si ça va vraiment en s'atténuant, il y a encore un certain rapport de sacralité aux animaux. On n'est pas totalement en fait de sortie d'un univers un peu magique, de relations comme ça qu'on peut créer donc avec les animaux. Et une des traces donc de cela, mais on voit en fait dans des comptes rendus donnés donc par des prêtres qui cherchent à former justement donc de jeunes prêtres qui vont dans des églises donc dans les provinces, dans des villages, et bien encore donc la nécessité même parfois en fait de chasser la présence donc de cochons, et ces cochons, ben oui, il y a ce rapport donc encore sacré. Alors c'est toute l'ambivalence qu'on a évoquée pour d'autres animaux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'hospitalité donc aux cochons qui est considéré dans une sacralité, parce que le fait même justement qu'il pouvait donc manger donc, des cadavres ou autres, eh bien il y avait cette superstition que le cochon en fait pouvait être un intercesseur avec les morts. Donc c'est dans cette dimension-là qu'il avait donc la petite cette sacralité, et on va dire au passage. Honnêtement, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois quelque chose, bien sûr, de très païen dans cette façon de se représenter les choses, mais c'est aussi quand même chrétien, puisque c'est la notion d'intercesseur, de médiateur qui est quand même au centre donc du catholicisme. Voilà. Donc, donc c'est pas encore, on n'a pas complètement fini avec ce type donc de relation. Je prendrais même d'ailleurs alors un deuxième exemple, alors qui peut paraître assez paradoxal, mais la fameuse
enfin, tout le fait divers autour donc, de la bête de Gévaudan, pour moi, traduit à la fois un archaïsme et une modernité. Une modernité, mais parce que ben oui, c'est un des tout premiers faits divers. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu les films qui fictionnalisent cette bête donc, du Gévaudan, mais on voit bien quand même que c'est la diffusion donc, par la presse qui a fait que ça a pris une telle ampleur, cette histoire donc, de la bête donc, du Gévaudan, et en ce sens-là, finalement, donc, c'est déjà donc, moderne, mais en même temps, c'est quand même archaïque, dans la mesure où on voit qu'il y a tout encore ce fantasme, et donc et toutes ces fables qu'on raconte donc, autour donc, de ces figures animales. Autre point donc, de contestation, c'est de dire, mais quand même, dans le XVIIIe siècle, on trouve en fait donc, des auteurs qui très clairement prennent donc parti contre cette notion donc, des animaux machines. Voilà. Notamment, il y a Charles-Georges Leroy, son ouvrage a été récemment donc, réédité, dont le titre est tout à fait explicite, sur l'intelligence des animaux. Et tout son écrit consiste justement à prouver que la façon dont on lit Descartes, finalement, donc, est erronée, et que les animaux font clairement donc, preuve donc, d'intelligence. Voilà. Et puis, troisième élément, j'allais dire, donc, de contestation, c'est donc prendre en considération la philosophie de Spinoza. Certes, Descartes, mais Spinoza, qui est le contemporain donc, de Descartes, et qui a donc une pensée profondément donc, différente donc, de celle de Descartes, et qui, elle, au contraire, va favoriser donc, une conception moniste, vraiment unitaire, de l'intégralité donc, du vivant, qui va permettre